Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Louis XIV, le monarque français par excellence. Louis XIV naît le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye. Sa mère se nomme Anne d'Autriche et son père est le roi Louis XIII. Le nouveau-né est appelé Louis Dieudonné, car il est le premier fils de ce couple après 23 ans de mariage. Ça fait beaucoup quand même. Faisons un petit saut dans le temps. Nous sommes maintenant en 1643 et Louis XIII vient de mourir. Je vous dis pas l'ambiance. Le jeune roi Louis XIV a alors 5 ans. Comme il est trop jeune pour régner, c'est vrai que la grande section c'est petit pour devenir roi. Sa mère Anne d'Autriche va assurer la régence avec l'aide de Jules Mazarin, cardinal de Mazarin. Mais en 1648, les nobles du royaume se révoltent. C'est la Fronde. Louis XIV, Mazarin et Anne d'Autriche sont obligés de s'enfuir au château de Saint-Germain-en-Laye. Passé cet épisode, Louis XIV se méfiera toujours des nobles. Nous sommes maintenant le 9 mars 1661 et le cardinal Mazarin vient de mourir. Louis XIV est donc totalement et définitivement roi. Son premier coup d'éclat est de faire arrêter Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Je vais revenir sur les raisons obscures de cette arrestation. En 1661, Nicolas organise une fête magnifique dans son nouveau château de Vaux-le-Vicomte qui a été construit pour éblouir le roi. C'est une grave erreur car Nicolas se fait accuser d'avoir emprunté de l'argent dans les caisses du royaume pour bâtir son château et le roi est écœuré. En même temps, vous êtes le roi de France et un de vos ministres a un château 10 fois plus somptueux que le vôtre. Donc autant dire que Louis XIV, il l'a pas très bien pris je pense. Quoi qu'il en soit, le roi le fait arrêter le 5 septembre 1661 par le très célèbre mousquetaire d'Artagnan, qui lui a réellement existé. Des années plus tard, en 1680, Fouquet meurt dans la prison de Pignerol, en Italie, probablement empoisonné. Mais d'autres sources peuvent prouver qu'il est mort d'une crise d'apoplexie. On ne saura sans doute jamais la vérité. Autre point obscur de la fin de vie de l'ancien surintendant, on pense qu'il aurait pu être le masque de fer. Très impressionné par le château de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV décide d'en bâtir un pour lui, mais encore plus somptueux. Pour cela, il a fait venir les mêmes artistes qui avaient servi Fouquet, comme par exemple Louis Levaux, André Lenôtre ou encore Charles Lebrun. Le roi se sert de l'ancien pavillon de chasse que son père Louis XIII avait fait construire à Versailles, et il essaie de l'agrandir. Mais la zone est très marécageuse et de gros problèmes vont se greffer au chantier, comme par exemple la transmission du paludisme par les moustiques qui affluaient en cet endroit. D'année en année, Versailles change, se transforme, évolue. Souvent, le roi fait démolir certaines parties pour en reconstruire d'autres, comme par exemple pour une terrasse trop exposée aux intempéries, qu'il a fait démolir et qu'il a transformée en la Galerie des Glaces, qui est composée de 357 miroirs. Et je les ai comptés moi-même. Je peux vous dire que c'était chaud. En 1682, le roi s'installe définitivement à Versailles. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la cour était nomade et se déplaçait de château en château. C'est l'occasion pour les plus grands artistes de s'attirer les faveurs du roi, comme par exemple Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, homme de théâtre, ou encore Lully, musicien qui inventa l'opéra à la française, mais aussi Jules Hardouin-Mansart, architecte. Enfin, on va pas faire la liste, sinon on y sera encore demain. D'ailleurs, contrairement à la légende, Molière n'est pas mort sur scène, mais chez lui. En effet, il joue une représentation du malade imaginaire le 17 février 1673. À cette époque, il était atteint de tuberculose, ce qui authentifiait son rôle de malade. Il se met soudain à tousser très fort. Il réussit tant bien que mal à terminer la pièce, et on le transporte chez lui où il meurt. Génial. L'un des prédécesseurs de Louis XIV, Henri IV, avait promulgué en 1598 l'édit de Nantes, un édit qui accorde la liberté de culte aux protestants. Mais alors le protestantisme, c'est quoi ? Le protestantisme est une religion qui a été fondée en 1517 par Martin Luther, un moine allemand qui a placardé 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, dans lequel il dénonce les abus de l'église catholique, car à l'époque, l'église avait mis en place le commerce des indulgences, c'est-à-dire que si vous aviez commis un péché, vous donniez de l'argent à l'église et vous étiez pardonné. Cet argent servait principalement à construire des édifices religieux. Mais Martin Luther n'est pas d'accord du tout avec ça et prend cela pour un enrichissement personnel. Il fonde une nouvelle religion, le protestantisme, qui dénonce ces abus. Du coup, à l'époque,
les protestants sont rejetés et persécutés. Mais grâce à Henri IV, ils ont la liberté de culte. Par contre, Louis XIV, lui, il n'est pas de cet avis. Il veut appliquer cela. Un roi, une loi, une foi. Pour faire simple, il ne veut qu'une seule religion, le catholicisme. Le 18 octobre 1685, Louis XIV promulgue l'édit de Fontainebleau, plus couramment appelé sous le nom de révocation de l'édit de Nantes. Autrement dit, il chasse les protestants et il n'autorise plus leur culte. Suite à cette décision, des centaines de milliers de protestants vont s'exiler. Ceux qui restent sont confrontés aux dragonnades, des expéditions militaires menées par des soldats habillés de rouge, les dragons, qui squattent les maisons des protestants et refusent de les faire sortir tant qu'ils n'ont pas abjuré leur foi. Certains soldats se laissent emporter, et à cela suivent des scènes d'extrême violence comme par exemple des pendaisons. Mais pendant ce temps-là, le roi Soleil se fait vieux, et un gros problème se pose, et il n'a pas d'héritier. En effet, tous les héritiers mâles de Louis XIV sont morts un à un. Et ouais, ils n'ont jamais eu de chance dans cette famille. Il ne reste plus au roi que son arrière-petit-fils de 5 ans, le duc d'Anjou, futur Louis XV. De plus, la santé du roi est précaire, car ses nombreuses opérations et son côté gros mangeur lui ont valu beaucoup d'indigestion. Pour couronner le tout, un jour le roi a dû se faire arracher une dent. Comment vous dire ? L'opération s'est un petit peu mal passée, et la mâchoire s'est trouée, voilà. Et donc après, quand le roi buvait, ça lui ressortait par les trous de nez. Oui, je sais, c'est horrible. En 1715, le roi commence à se plaindre de douleurs à la jambe. Les médecins croient à une sciatique, une maladie sans gravité, et lui donnent du lait d'ânesse. Mais c'est bien pire que cela, en fait, Louis XIV souffre de la gangrène. En gros, il y a sa jambe qui est en train de pourrir, au sens littéral du terme. Emporté par la maladie, Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715. Terminons cette vidéo par une petite anecdote. Pendant son autopsie, on lui aurait découvert un estomac 2 fois plus gros que la moyenne. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Louis XIV vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques petites choses sur ce roi emblématique de l'Ancien Régime. Et je vous dis à tout de suite pour le coin lecture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Caius et le gladiateur de Henry Winterfeld. Je vais commencer par vous lire le résumé. Quand Caius et ses amis offrent un esclave à leur professeur, ils sont loin d'imaginer que cela va les embarquer dans une dangereuse affaire d'assassinat. Ça commence bien. Un étrange message secret les conduira à tour dans un cimetière, une fosse aux lions, un passage secret menant à un souterrain, menacés de toutes parts, poursuivis par un terrible gladiateur borgne. Comment réussiront-ils à déjouer les assassins ? Je l'ai lu, il est assez sympa, j'aime bien l'histoire. Comme dit dans le résumé, ils vont affronter un gladiateur borgne à cause d'une histoire d'un message secret. Bon, après, je vous dis pas tout, hein. Et j'espère qu'il vous plaira. Normalement, il est disponible en librairie. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire, tout simplement. Bye bye! En effet, il jouait une représentation du malade imaginaire le 17 février 1873. Ok...